Mesdames et messieurs, nous voici réunis donc pour la dernière ligne droite de notre congrès, un congrès ponctué, je vous l'ai dit, par une table ronde qui nous aidera à cerner ce qu'est, ce que pourrait être un système éducatif vertueux. Mais auparavant, nous allons accueillir un autre de nos invités de marque, celui que nous allons rejoindre en visio d'ici quelques instants est professeur en sciences de l'éducation à l'Université de Lisbonne. Il a présidé cet établissement. Il a été ambassadeur du Portugal à l'UNESCO. Mesdames et messieurs, je vous demande de réserver un accueil chaleureux à Antonio Novoa. Bonjour, Antonio Novoa. Ravi de vous compter parmi nos invités. Vous deviez être parmi nous physiquement, mais des problèmes de transport en ont décidé autrement. Alors heureusement, la magie de l'Internet vous permet de participer à notre congrès. J'ai rappelé quelques-uns des jalons de votre longue carrière et fort de cette expérience, eh bien, vous allez tracer des pistes pour libérer le système éducatif en gardant à l'esprit la réussite de tous les élèves. Il s'agit notamment d'ouvrir l'école sur l'extérieur tout en renforçant les prérogatives de ces acteurs de terrain. Mais comment aboutir à ce nouveau contrat social de l'éducation? C'est là l'une des questions centrales de votre intervention qui sera suivie d'un temps d'échange avec la salle. Alors je m'en excuse par avance, on a pris un peu de retard et on est un petit peu contraint au niveau du timing, mais la parole est à vous pour une petite demi-heure d'intervention. Euh, bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous m'entendez bien. Enfin, un très grand merci de votre invitation et je regrette vraiment de ne pas pouvoir être avec vous à Marseille. Mais comme vous le savez tous et toutes, cette pandémie qui ne nous lâche pas, elle rend très problématique les déplacements, très difficiles. Et moi, j'ai trouvé que c'était quand même plus prudent de faire cette intervention de manière virtuelle. Espérons que tout revienne à la normalité au plus vite possible. La normalité, je dis bien de la santé et des rencontres, non pas une normalité d'une vie qui était en train de détruire l'habitabilité et l'hospitalité, c'est-à-dire nos rapports avec la terre et nos rapports avec les autres. Vous m'invitez, chers collègues, à réfléchir sur comment libérer le système éducatif pour qu'il assure la réussite de tous. Bon, nous le savons tous, c'est un débat récurrent dans le domaine de l'éducation, en France et partout. Et je me souviens bien, par exemple, pour ne citer qu'un exemple, du débat national sur l'avenir de l'école en France. Je crois qu'autour des années 2004, 2003, 2004, hein, euh, donc il y a une vingtaine d'années, et qui a abouti à l'ambition, je crois que c'était Claude Tello, le président de la commission, a abouti à l'ambition, et je cite Claude Tello, de faire vraiment réussir tous les élèves. Je me souviens des mots de Claude Tello à l'époque, expliquant que l'ambition de cette commission était dans l'adverbe vraiment, car le débat sur la réussite se tenait depuis trop longtemps et que le moment était venu d'agir, disait-il, vraiment. Enfin, quand je lis aujourd'hui votre question, je me rends bien compte que l'adverbe n'est pas devenu verbe et que le problème reste, que l'échec scolaire résiste, que nous restons incapables d'envisager une réponse résolue à ce problème. Peut-être est-il temps, chers amis, de l'approcher autrement. Et la seule façon de l'approcher autrement est sans doute dans le cadre d'une transformation de l'école, titre que vous avez justement donné à votre congrès. Or, c'est bien de la transformation de l'école que je vous parlerai, en commençant par reconnaître qu'avec la pandémie, s'est terminé le long siècle scolaire.
en long siècle scolaire qui a commencé quelque part dans la deuxième moitié du 19e siècle, notamment avec les grandes lois de la scolarité obligatoire qui ont été passées partout dans le monde et qui, dans un certain sens, ce siècle a duré jusqu'à nos jours, jusqu'à la pandémie. Qu'est-ce que je veux dire par là en citant cette idée d'un long siècle scolaire qui vient de se terminer avec la pandémie? Permettez-moi de me référer au dernier rapport de l'UNESCO auquel j'ai eu la possibilité de collaborer, récemment publié en français avec le titre « Repenser nos futurs ensemble, un nouveau contrat social pour l'éducation ». Je retiens d'abord le sous-titre de ce rapport, « Un nouveau contrat social pour l'éducation », ou peut-être plutôt un nouveau contrat social de l'éducation. Quelle a été l'approche de la Commission? De manière un peu simpliste, on peut dire qu'elle repose sur l'argument selon lequel, dans la seconde moitié du 19e siècle, s'est établi un contrat social, un consensus social, un consensus au sein des sociétés qui a permis la scolarité obligatoire, ce que les anglo-saxons appellent à juste titre mass schooling, qui est très pauvrement traduit en français par école de masse. L'idée de mass schooling est plus forte que l'idée d'école de masse, et que ce consensus social était fondé sur une double idée. D'abord, l'idée que l'éducation se déroule à l'intérieur d'un bâtiment scolaire, avant tout à l'intérieur d'un bâtiment scolaire, une sorte de temple laïque bien sûr, qui fonctionne à une certaine distance de la société, qui fonctionne avec une certaine autonomie vis-à-vis de la société. Et la deuxième idée, c'est qu'au sein de ce temple s'impose un modèle scolaire ou une forme scolaire, pour venir au terme utilisé en France par Guy Vincent, un modèle ou une forme scolaire ou une grammaire de l'école, pour revenir en concept des historiens nord-américains, qui se normalise et qui se normalise de manière très similaire partout dans le monde. Et le mot normalise est le mot approprié car il vient des écoles normales qui visent précisément à normaliser quoi? À normaliser les espaces, à normaliser les temps, à normaliser la pédagogie, à normaliser la didactique, à normaliser l'action des enseignants, à normaliser l'organisation des classes, à normaliser le travail des élèves, etc., etc. Un historien nord-américain, peut-être le plus important historien nord-américain de l'éducation, David Tayak, a désigné cette réalité, cette espèce de contrat avec un nom très parlant, très heureux, The One Best System. Ce qui traduit en français donnerait quelque chose du genre l'unique meilleur système. C'est-à-dire un système qui est non seulement le meilleur, mais qui devient bientôt l'unique pensable, l'unique imaginable pour faire de l'éducation, pour faire de l'école, comme s'il n'y avait pas la possibilité de penser dans aucune autre manière de faire l'éducation ou de faire l'école. La force de cette réalité scolaire, la force de ce contrat, de ce consensus est absolument impressionnante. Et de fait, elle est à l'origine non seulement d'une consolidation d'une institution scolaire très forte, mais aussi, et c'est ce que je veux souligner ici, mais aussi de transformation profonde de nos sociétés. Cette école a été à l'origine de transformation profonde de nos sociétés. Cette école temple et ce modèle scolaire, pour revenir à ces deux idées, ont bien résisté, ont très bien résisté pendant plus de 100 ans, mais
au début de notre siècle, une certaine érosion, un certain sentiment d'insuffisance de ce contrat se font sentir. À tel point que depuis une vingtaine d'années, de nombreuses personnes, de nombreuses tendances ont commencé à annoncer la mort de l'école. L'avènement de nouvelles formes d'éducation et surtout de nouvelles formes d'apprentissage, car le principe d'apprentissage a tendance à prévaloir dans ces discours sur le principe d'éducation. Bien sûr, le numérique y est pour beaucoup, et plus encore l'intelligence artificielle joue dans ces pensées un rôle clé, dans ces rêves, dans ces illusions que j'appelle futuristes. Mais l'essor des études sur le cerveau, et vous le connaissez bien en France, l'essor des études sur le cerveau et la possibilité annoncée partout d'une hyper-personnalisation des apprentissages jouent aussi un rôle très important dans ces mouvements, dans ces tendances. Et enfin, bien sûr, la poussée forte et qui s'est accentuée pendant la pandémie de mouvements dits alternatifs, d'origine très, très diverses, parfois même contradictoires, à la fois identitaristes ou fondamentalistes ou libertaires ou conservateurs, parfois écologistes, souvent d'inspiration religieuse, des tendances et des mouvements qui cherchent à fermer l'éducation en leur sein, au sein de leur communauté, soit familiale, soit religieuse, soit sociale, renonçant à la présence de leurs enfants dans un espace scolaire public. Le chemin de la mort de l'école n'est pas la voie empruntée par la commission de l'UNESCO. Bien au contraire, le rapport considère que l'école doit être protégée en tant qu'institution irremplaçable, en même temps qu'elle doit être transformée, comme vous le dites dans le titre de votre congrès. Protéger et transformer l'école est l'un des axes principaux de ce rapport de l'UNESCO dont je suis en train de vous parler. Transformer, oui, mais comment? J'ose dire, et c'est une très grande audace, que la réponse est plutôt facile. Et elle est facile pour cette raison, parce qu'il suffit de regarder attentivement ce qui se fait dans le monde, parce qu'il suffit de connaître les milliers d'expériences remarquables qui sont menées par des écoles, par des éducateurs, par des communautés, un peu partout dans le monde, et qui recèlent un potentiel unique de transformation. Dans un certain sens, on peut dire que tout est déjà inventé et qu'il suffit, entre guillemets, d'étudier, de reconnaître et de partager ce qui existe, ce qui se fait déjà. Ce ne sont pas des intentions, ce ne sont pas uniquement des idées, ce ne sont pas des utopies au pire sens du terme, ce sont des réalités concrètes, parfois dans des situations difficiles, dans des situations problématiques, dans des endroits compliqués du monde, mais qui recèlent ce potentiel unique de transformation. C'est pourquoi, chers amis, je me revois si souvent. C'est une phrase qui me vient très souvent à mon esprit dans la réponse que Simone Weil, la philosophe, adressa à son maître, Alain, qui lui avait demandé un plan de travail. Et elle répond, Simone Weil répond à Alain: Maître,
ce que j'aimerais, je suis en train de la citer, ce que j'aimerais, c'est pouvoir lancer un appel à tous ceux qui savent au fond effectivement quelque chose et à qui il ne suffit pas de savoir ou de faire, mais qui veulent réfléchir sur ce qu'ils savent et font. La réponse est absolument extraordinaire. Réfléchir sur ce que nous savons et sur ce que nous faisons. Et c'est ce même appel que je tiens à vous faire. Essayez de réfléchir sur ce savoir et sur cette capacité de faire pour bâtir les voies de transformation de l'école. Et c'est bien. Et si je vous parle de cette manière, parce que c'est bien la démarche suivie par la commission de l'UNESCO lors d'une consultation mondiale qui, en 2 ans, a touché environ 1 million de personnes. Mais la commission s'est rendue compte que ces milliers d'expériences remarquables n'ont pas encore donné lieu à une dynamique cohérente et durable de transformation de l'école. Ou, si l'on préfère le langage adopté dans le rapport, n'ont pas encore donné lieu à la création d'un nouveau contrat social pour l'éducation. Ainsi, parmi bien d'autres aspects, permettez-moi d'en souligner 2 de ce nouveau contrat social qui dialogue directement avec les idées de l'école temple et du modèle scolaire présenté auparavant. Ce nouveau contrat doit tenir compte dès le début de la transformation la plus profonde, bien que silencieuse, qui est en train de se produire dans nos sociétés. Et je vous parle de la transformation démographique, notamment avec l'augmentation exponentielle de l'espérance de vie. Aujourd'hui, 4 générations vivent simultanément, habitent simultanément le même espace-temps. Situation inédite dans l'histoire de l'humanité, une situation qui change tout, dans le social, dans l'économique, dans l'habitation, dans les familles et bien sûr dans l'éducation. Si on ajoute à la transformation démographique les possibilités ouvertes par un numérique auquel on accède partout et les changements fondamentaux dans le travail, avec l'élargissement de notre temps disponible, on se rend compte immédiatement que l'éducation sera au centre de nouvelles dynamiques intergénérationnelles et sociales. L'éducation ne va pas seulement se redéfinir à elle-même. L'éducation va définir une grande partie de la dynamique sociale du XXIe siècle. Grâce à une éducation qui va bien au-delà de l'école, à une éducation qui est entrelacée avec la société, qui croise l'enfant et la jeunesse avec d'autres âges, qui porte sur les questions du vieillissement, de la qualité de vie, du bien-être et de la jouissance culturelle. Mon argument, un de mes arguments principaux devant vous aujourd'hui, est que de la même manière que l'école a structuré les rythmes de la vie familiale, sociale et professionnelle tout au long du XXe siècle, de la même manière que cela est arrivé au XXe siècle, le nouveau contrat social de l'éducation structurera les formes d'organisation des espaces-temps de la famille, de la société et du travail au XXIe siècle. Ma conviction est que d'ici l'an 2050, dans une génération, dans les 30 prochaines années, nous assisterons à un changement majeur dans la manière dont l'éducation est intégrée, entrelacée avec nos sociétés, et que cette intégration, cet entrelacement changera le fonctionnement même de la société. Mais, chers amis,
et je veux insister vigoureusement sur cette idée, cela n'implique pas, comme dans les visions futuristes de la mort de l'école, une dilution du rôle de l'école, ou son remplacement par d'autres institutions ou dispositifs technologiques ou non technologiques. L'école continue d'être une institution irremplaçable, car elle nourrit des relations, des moments et des possibilités éducatives qu'aucun autre lieu ne peut offrir. Et c'est pourquoi la commission de l'UNESCO parle de protéger les écoles, toutes en les transformant. En les transformant comment? À travers la création de nouveaux environnements éducatifs qui s'éloignent, permettez-moi l'expression, du normalisme du modèle scolaire et ouvrent vers une diversité d'espaces et de temps qui permettent de travailler en commun, la coopération, la collaboration, la culture, la connaissance, la co-création, la co-construction de la connaissance. Les métaphores sont toujours dangereuses parce qu'elles sont réductrices et polysémiques. Mais j'en utilise une pour expliquer ce que je veux dire. Peut-être, chers collègues, que l'école du futur ressemblera davantage à une grande bibliothèque. Et attention, dans les bibliothèques, il y a les livres, la connaissance, mais il y a aussi la recherche et la création. À une grande bibliothèque, où dans un coin, il y a des élèves qui travaillent sur un projet. Et dans un autre coin, des élèves seuls qui font des recherches sur un thème ou un sujet. Et dans un autre coin, un professeur qui travaille avec quelques élèves. Et dans un autre coin, 2 ou 3 ou 4 professeurs qui préparent le travail, qui s'organisent et qui réfléchissent ensemble, etc., etc. Récemment, vous avez peut-être pris connaissance de ça, le Premier ministre britannique, Boris Johnson, a eu des inouïs lorsqu'il a parlé des célèbres dessins animés Peppa Pig dans l'un de ses discours. J'espère ne pas prendre le même risque que Boris Johnson, mais je connais bien l'univers de Peppa Pig, grand-père oblige. Et dans cet univers, il y a une école. Et cette école est exactement la même de la fin du 19e siècle. C'est la même vision, la même représentation de l'école que perdure encore de nos jours. C'est cette réalité qui doit changer, qu'il faut changer en profondeur. Et pour y parvenir, je le répète, nous n'avons pas besoin d'inventer quoi que ce soit. Nous avons juste besoin, il sait déjà beaucoup, de connaître ce qui se fait dans de nombreux endroits, d'en discuter et de diffuser ces expériences dans le monde. Voilà une affirmation qui me permet de conclure ce bref exposé, de conclure mes pensées en revenant sur la question que je n'ai pas oubliée, à laquelle vous m'avez convié. Comment libérer le système éducatif pour qu'il assure la réussite de tous? Et là, je dois vous avouer, je rencontre un problème. Je suis fréquemment invité à réfléchir sur des thèmes éducatifs dans différents pays. Les thèmes qu'on propose portant variablement sur l'école, les enseignants, la formation des enseignants, la pédagogie, l'avenir de l'éducation, etc. Par contre, quand je suis invité par des collègues français, le concept de système éducatif, ou ce concept jumeau, réforme éducative, apparaissent presque toujours. Et pourtant, comme vous l'avez compris tout le long de mon exposé, je ne pense pas à partir d'une logique de système ou de réforme. J'essaie de penser à partir des dynamiques existantes dans les écoles et dans les espaces éducatifs. Ce qui m'intéresse, c'est d'essayer de comprendre comment ces dynamiques peuvent être renforcées dans leur immense diversité
Ce qui me porte, c'est la libération des énergies, la valorisation des initiatives, la promotion des expériences les plus porteuses d'avenir, sans ignorer que tout ne sera pas réussi, mais que les éducateurs sont capables d'en prendre ensemble, sont capables de se renouveler si on leur donne les conditions indispensables. Antonio Novoa, merci beaucoup. Je vous propose, si vous le voulez bien, qu'on prolonge votre intervention par une séance de questions-réponses, parce qu'il y a beaucoup de réactions. On vous laisse conclure pendant 2 minutes, et puis si vous le voulez bien, on passera assez rapidement aux questions de la salle, parce qu'il y en a beaucoup. D'accord. Merci. Mais est-ce que ceci, le diriez-vous, n'est pas contradictoire avec l'idée de la réussite de tous, une réussite qui nécessite une vision politique, un système inclusif capable de répondre à des situations très différentes? Enfin, je ne pousse pas ma naïveté que je cultive au point de nier ce besoin, mais permettez-moi une réponse pragmatique, bien que simpliste. Depuis toujours, et les statistiques ne sont pas si différentes d'un pays à l'autre, il y a environ 15 à 20% d'élèves en grande difficulté, comme si la machinerie scolaire était faite pour exclure toujours une partie des élèves. Et pour ceci, sans aucun doute, une mobilisation générale est nécessaire, dans le même sens où Claude Tello parlait déjà en 2004 de 15 à 20% d'élèves en grand échec et de la nécessité de concentrer nos efforts sur ces élèves. Quant aux autres 80 ou 85%, faisons confiance aux éducateurs et aux écoles dans leur dynamique de transformation, une dynamique qu'il faut soutenir collectivement. Alors, merci beaucoup, Antonio Novoa. On retient ce maître mot, la confiance. Je vous propose... Là, je ne vous écoute plus. Alors, c'est dommage parce que c'était le moment où tout le monde a applaudi. Alors, je vous le dis, on a applaudi chaleureusement votre intervention qui a été suivie avec beaucoup d'intérêt. Et on va prendre une première question qui nous est lue par Caroline Isoard. Alors, faut-il détruire le temple ou juste apprendre à en sortir? Antonio Novoa, est-ce que vous en avez entendu? Qu'il faut apprendre à le transformer. C'est-à-dire qu'il faut faire une transformation profonde de cette institution ou de ce modèle scolaire ou de cette forme scolaire, comme j'ai essayé d'argumenter dans mon exposé. Et cela se fait déjà un peu partout dans le monde. Donc, on n'est pas en train d'inventer rien de très nouveau. Il y a des transformations remarquables, comme la commission de l'UNESCO a pu s'en rendre compte dans cette consultation mondiale qui a réuni près d'1 million de personnes dans le monde. Une autre question. Réfléchir sur ce que nous savons faire. À votre avis, que devons-nous garder dans notre système français pour rebâtir? Alors, on a bien compris que le mot système ne vous plaisait pas trop, mais malgré tout, on vous oblige à entrer dans notre mode de pensée franco-français. Qu'est-ce qu'on peut garder quand même dans le système français qui n'est peut-être pas complètement à jeter? Il est difficile pour moi de parler des réalités, évidemment, d'autres pays. Moi, je ne suis pas capable d'intervenir sur des réalités d'autres pays, mais je crois qu'il y a évidemment des principes d'inclusion, des principes d'égalité qui sont fondateurs de beaucoup des systèmes d'éducation et aussi du système éducatif français qu'il ne faut pas renier. Il y a en France aussi une forte présence, la dimension des connaissances. Le rapport à la connaissance est un rapport absolument central. La question des différentes littératies scientifiques, mathématiques, artistiques, littéraires, donner cette base, l'idée de socle commun qui avait été portée par Claude Tello et par la commission de 2004. Il y a évidemment toute une série d'idées qui sont très importantes, mais je dirais que la dimension de la diversité, la dimension d'ouvrir les initiatives, la dimension de libérer les énergies, à mon avis,
est le plus important pour moi. Nous n'avons pas une seule réponse. Nous avons beaucoup de réponses différentes. Il faut donner aux gens la capacité de travailler sur ces réponses, les évaluer, les refaire, se renouveler. Moi, je crois que c'est comme ça qu'on va avancer vers l'avenir de l'éducation. Prochaine question, lue par Caroline Isoard. Et si on donnait envie d'apprendre, et si on faisait de l'école un lieu où on aime apprendre? C'est la question centrale de la pédagogie depuis un siècle. Je veux dire, c'est-à-dire la question que vous me posez, c'est exactement la question qui se sont posées les congressistes qu'en 1921, il y a une centaine d'années, se sont réunis à Calais pour le premier congrès international de l'éducation nouvelle. C'était la question centrale qu'ils se posaient à l'époque. C'est la question que nous nous posons tous. Mais quand on parle de transformation de l'école dans ce sens métaphorique que j'ai essayé d'amener ici d'une grande bibliothèque, c'est justement cette idée qu'on se mobilise vers la connaissance, qu'on se mobilise vers une dimension d'une motivation dans l'envie d'apprendre, de redonner du sens aux apprentissages. C'est évidemment juste ce que vous dites. Il faut voir comment on le fait et quels sont les pas à donner. Et ma réponse ici aujourd'hui devant vous, c'est qu'on a beaucoup avancé du point de vue des idées, la motivation, les apprentissages, les envies, etc. Mais on n'a pas avancé suffisamment du point de vue de l'organisation de l'école, du point de vue des modèles d'organisation de l'école. C'est pourquoi je parle de nouveaux environnements éducatifs. C'est-à-dire, nous avons inventé des idées, coopération, communication, école active, créativité, mais à l'intérieur d'espaces et de temps qui ne permettaient pas ni la communication, ni la créativité, ni la recherche, etc. Et donc, on a essayé de mettre dans une structure organisationnelle qui n'était pas faite pour ça, toute une série de concepts, d'idées, d'idéaux. Et maintenant, il faut essayer d'être plus cohérent et de faire cette espèce d'adaptation de ces modèles scolaires à une nouvelle forme, à une nouvelle dynamique qui permettent justement que ce genre de dimensions surgissent et apparaissent de manière plus naturelle. Évidemment, sans envie d'apprendre, il n'y a pas d'éducation, il n'y a pas d'apprentissage. Ça, c'est plus que clair depuis une centaine d'années pour nous tous. Alors, une dernière question, si vous le voulez bien, qui nous est lue par Sandrine Bathilde. Où et quand les acteurs du quotidien scolaire peuvent-ils prendre ce temps de réflexion auquel vous aspirez? Ça, c'est le grand problème que les enseignants posent systématiquement. C'est-à-dire le temps des enseignants est un temps aujourd'hui très chargé, très bureaucratique, avec beaucoup de tâches administratives, avec beaucoup de tâches de tout genre dans les contacts avec la société, avec les familles, avec les administrations, en rendant des comptes, en faisant des évaluations, etc. Donc, il y a une charge impressionnante de temps. Et souvent, les gens disent, quand je dis la réponse, c'est la collaboration entre les enseignants, disent, mais la collaboration, c'est encore une surcharge, c'est encore plus de temps. Et moi, je dis non. Je dis non. Ce qu'il faut, c'est justement trouver une collaboration qui nous libère le temps, une collaboration qui nous facilite le travail, qui nous permette de partager les tâches. Et ça implique, je crois que c'est dans le cœur de votre question, ça implique une redéfinition profonde de la manière d'organiser le travail des enseignants. Si nous n'arrivons pas à réorganiser le travail des enseignants, le temps des enseignants, évidemment que tout ceci est une pure illusion parce que le temps, comme vous le dites, est la matière première, la plus importante de la réflexion. S'il n'y a pas de temps, il n'y a pas de réflexion et cela est central pour comprendre ce que nous avons, les défis qui sont devant nous dans les prochaines années. Alors, merci beaucoup, je crois qu'il y a une piste... Il y a une piste qui avait été évoquée tout à l'heure, qui était l'annualisation du temps de travail, mais on n'a pas le temps de s'appesantir là-dessus. Un immense merci à vous, Antonio Novoa. Très bonne journée et à bientôt, nous espérons. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Novoa, passionnant, vraiment. Moi, je tenais d'ores et déjà à vous remercier de m'avoir permis de participer à vos différents débats.
Je ne connaissais rien des problématiques que vous questionnez. Je dois dire que les défis sont passionnants. Je compte d'ailleurs me spécialiser dans le domaine de l'éducatif. Oui. J'ai déjà pris date pour animer la convention du SNEB, le syndicat des écoles bouddhistes de France. Alors j'ai vu l'ordre du jour de leur convention. Bon, les débats se font dans le silence, sans parole, sans connexion Zoom, par la seule connexion du lien spirituel, ce qui évite beaucoup de désaccords et de brouillage aussi. Et ils se prennent beaucoup moins la tête. C'est vrai, persuadés qu'ils sont que la majeure partie des problèmes qu'ils rencontrent seront réglés, sinon dans cette vie, du moins dans celle d'après. Je me vois déjà faire une entrée fracassante sur la musique de Nirvana. Load up and guns and bring your friend. Charge tes armes, ramène tes potes, on va libérer le lycée. Bon, alors, c'est pas très bouddhiste, les paroles de Nirvana, bizarrement. Mais bon, écoutez, après, il faut savoir s'adapter, d'accord. Je ne ferai évidemment pas les mêmes blagues au congrès du SFIL, le syndicat des écoles fondamentalistes islamiques. D'ailleurs, regardez, même cette référence ici est sujette à caution. On est entre nous, on ne va pas se mentir. Pour un humoriste engagé, je veux dire engagé le temps d'une convention, enfin rémunéré, quoi, c'est bien plus facile de se moquer des bouddhistes que des autres. Ça s'appelle la liberté à expression. À expression variable, voilà. D'ailleurs, vous connaissez la blague du maître tibétain qui voit son disciple en train de cueillir des cerises et qui lui dit pour éviter de les faire souffrir, il faut les cueillir avec la queue. Et le disciple lui répond, mais maître, j'ai déjà bien du mal avec la main. Alors certes, ce n'est pas forcément très drôle, et peut-être de mauvais goût, je vous en laisse juge, mais ça reste une blague sur la religion, et qui plus est, qui ne vexe personne. Et ça, c'est déjà tout un programme. À tout à l'heure.